Mesdames, Messieurs, excellent mois de novembre. Merci d'avoir choisi Michapi Voice Télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, crise institutionnelle au niveau des provinces. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a échangé avec les autorités provinciales de 26 provinces de la République démocratique du Congo afin de mettre fin à l'instabilité sur les questions de motions et pétitions. La situation reste très tendue au Soudan suite aux conflits armés entre les généraux Emeti et Al-Bourhan. Plus de 460 personnes ont été tuées dans la ville d'El Fasher. Débutant cette édition en marge du 2e sommet mondial pour le développement social à Doha, au Qatar, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a plaidé pour une justice sociale car la dignité ne se négocie pas. Aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Je vous propose de suivre dans cet élément. Mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas. L'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe. Aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, Poursuivons cette édition avec le rapporteur Jacques Njoli a, au nom du bureau, publié officiellement le calendrier des élections du président et du rapporteur adjoint. Le détail. Le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Njoli Esengekeli, a au nom du bureau procédé à l'annonce officielle ce mardi 4 novembre 2025 du calendrier respectif des élections du président de l'Assemblée nationale et du rapporteur adjoint pour compléter les membres du bureau de cette Chambre du Parlement. Avec les orientations de cette conférence, à travers le président de l'Assemblée nationale, AI, le professeur Chilumbai Isaac Moussaou, a signé la décision numéro 001-K-P-AN-IGCTM-225 du 4 novembre 2025 portant publication effective du calendrier de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. Donc je peux vous confirmer que la décision est là. Vous pourrez déjà mettre cette décision à la disposition de l'opinion et du public tant national qu'international. Mais il faut d'abord dire que cette décision se fonde sur la Constitution de la République démocratique du Congo qui
affirme aux articles 100, 111 et 112 l'autonomie et l'indépendance du Parlement dans l'articulation de son organisation. Ensuite, il y a notre règlement intérieur qui fixe les axes d'organisation du bureau et les mécanismes de remplacement ou de vote de membres qui notamment auront démissionné. Et c'est les cas que nous venons d'avoir avec la démission du président Vital Kamerhe Lwaka-Ningning et de Madame Inamwizi Munongo. Ces démissions ont été référenciées par deux lettres le 22 septembre 2025. Ces démissions ouvrent donc la voie à la vacance et mettent automatiquement aussi au remplacement. Voilà pourquoi nous avons, sous bas de ces calendriers, du règlement, nous présentons un calendrier qui prend effet à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mardi 4 novembre. La publication de ce calendrier est intervenue après la conférence des présidents tenue en marge de ces élections par le président intérimaire Isaac Jean-Claude Chilumbai Moussao. Parlons de ce qui défraie la chronique de l'actualité en RDC. Ce mercredi 5 novembre 2025, le VPM, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Loko, a fait une annonce devant les gouverneurs et présidents des assemblées provinciales, celle de la prise d'un moratoire contre l'émotion des défiances, les censures et les recommandations jusqu'à la fin de la guerre. Le détail. C'est une rencontre consacrée à la stabilité des institutions provinciales. Jacquemain Chabani-Loko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a convié à Kinshasa tout le gouverneur et les membres de bureau des assemblées provinciales ce mercredi 5 novembre 2025. C'est après une période marquée par des tensions entre quelques assemblées provinciales et les gouverneurs. La population peut désormais espérer un retour à l'accalmie. Pour rappel, c'est dans le cadre de suivi de la bonne gouvernance des provinces que le ministre de l'Intérieur a convoqué cette réunion stratégique à Kinshasa pour faire le point sur le grand enjeu de la nation entre unité, cap politique et cohésion. Son message est clair devant ses autorités provinciales. Signalons par ailleurs que les gouvernements congolais, par le biais de la première ministre Judith Suminwa, s'est dit préoccupé par les nombreuses crises institutionnelles qui ont secoué plusieurs assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Ces échanges étaient effectués pour trouver des dispositions utiles en vue de rétablir l'ordre et la paix au sein des institutions provinciales. En outre, le commun des mortels s'interroge sur cette instabilité devenue monnaie courante, relayée dans les réseaux sociaux, tendant à condamner les mécanismes de fonctionnement des assemblées provinciales qui ne font que respecter la Constitution en faisant leur devoir parlementaire, qui est celui de contrôler les exécutifs provinciaux. La proposition dédiée relative à la réglementation de transport par taxi-moto est jugée recevable à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après son examen jeudi dernier à la plénière de l'Assemblée provinciale de la capitale congolaise. Images et commentaires. C'est une proposition dédiée qui poursuit des objectifs concrets et innovants. Les taxis-motos sont reconnus officiellement comme moyen de transport public, légal et encadré. Ce texte prévoit également la création d'un registre professionnel d'identification de motards et leurs engins. Ceux derniers doivent avoir un numéro unique et une immatriculation uniforme sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Cette matière a été l'intérêt particulier pour les députés Nicolas Wemakoy, qui a placé un accent particulier sur la réglementation de ces secteurs, une proposition qui, après débat et délibération, a été reçue par la plénière. Ce secteur est devenu un véritable levier économique et social, un instrument de survie des milliers de familles quinoises. En cela, Monsieur le Président, les taxis-motos méritent d'être reconnus et les extorsions. Mettre en place des sanctions éducatives pour les contrevenants afin de promouvoir la discipline
sans brutalité. Cette ville n'a pas pour but de réprimer, mais d'organiser, d'éduquer et de professionnaliser. Il y a lieu d'imposer également la sécurité et les normes requises avec le port du casque, le respect du code de la route, la formation et le recyclage de motocyclistes. Le ministère de Transport a aussi prévu de mettre sur pied un service spécial qui assurera la mobilité urbaine dans le seul but de sensibiliser au civisme de la sécurité routière, surtout pour le contrôle de documents. Face aux enjeux politiques que traverse la province de la Chopo, compte tenu de la motion de défiance contre le gouverneur, les pétitions adressées aux membres de l'organe délibérant, la société civile appelle au respect du principe de l'alternance. Christian Chibaka. Déclaration de la société civile force vive de la coordination provinciale de la Chopo face aux enjeux de l'ère dans la province de la Chopo. En ce mois d'octobre, la province de la Chopo connaît un séisme politique caractérisé par la pétition adressée aux membres du bureau de l'organe délibérant, la motion de défiance contre le gouverneur de province d'une part, et les réactions des vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur d'autre part. La présente déclaration s'appuie à l'une de ses missions conformément à son vade-mecum du janvier 2010 qui stipule la société civile est un lieu d'expression de la conscience nationale qui s'exprime à travers des valeurs communes qui doivent être défendues comme la paix, l'intégrité nationale, la démocratie avec toutes ces valeurs spécifiques telles que la liberté, la tolérance, le respect des principes de l'alternance et j'en pense. Parlant de la pétition contre les membres du bureau de l'organe délibérant de la Chopo, et de la motion de défiance contre l'autorité provinciale, il s'agit d'un exercice démocratique reconnu de tous car elles sont conformément aux lois du pays. Dans un autre volet, parlant de réclamation de quelques sinistrés des inondations de Kinshasa du 4 au 5 avril dernier, sont-elles fondées et bien orientées? Suivez l'éditorial de Michapi Voice Télévision. La ville-province de Kinshasa, située à l'ouest de la République démocratique du Congo, est confrontée par un défi majeur de gestion des eaux, non seulement des ruissellements, mais aussi celle des inondations des rivières et du fleuve Congo. En avril dernier, la rivière Ndjili a quitté son lit naturel suite aux pluies torrentielles. Les habitations situées autour de la rivière étaient fortement touchées jusqu'au point de rendre invivables certains quartiers de la ville. Des camps d'hébergement de sinistrés avaient été installés à l'Institut Lumumba, au stade Tata Raphaël, Martyr, Bandal et à Kinkole. Le gouvernement central, appuyé par ses partenaires, avait pendant plus ou moins 4 mois logé, nourri et soigné plus de 13 000 sinistrés, tous âges confondus. La coordination des actions humanitaires en faveur des sinistrés était assurée en toute responsabilité par la vice-primature de l'Intérieur, par sa cellule permanente des alertes et urgences, CPAU en sigle. 3 repas par jour étaient réservés aux sinistrés. Les émissions observées dans la gestion de la réponse ne sont-elles pas à la base de réclamations actuelles? Les ministères nationaux de la Santé et des Affaires sociales ainsi que le gouvernorat de Kinshasa se seraient bousculés pour gérer la réponse. La CPAU du ministère de l'Intérieur avait été isolée et aurait joué les rôles d'observateur dans l'opération de désactivation des camps. Il est donc important de savoir pourquoi la vice-primature de l'Intérieur qui coordonnait officiellement la réponse n'avait pas été désignée pour gérer l'activité finale relative à la désactivation des camps d'hébergement et à la réinstallation des sinistrés dans les différentes communes. Les avertis pensent que la vice-primature de l'Intérieur avait été déchargée de l'activité de désactivation des camps pour éviter d'être juge et partie. Les réclamations actuelles des sinistrés mécontents devraient être orientées directement au gouvernement provincial de Kinshasa qui avait désactivé les camps d'hébergement par les canaux de son ministère provincial de la Santé. Par sa lettre numéro 2084 du 25 août dernier adressée au gouverneur de la ville de
Kinshasa, le VPM de l'Intérieur lui avait demandé un rapport détaillé sur l'activité relative à la désactivation des camps des sinistrés dans les 48 heures. N'était-elle pas une lettre de demande d'explication implicite? Quelle réponse était-elle réservée à cette lettre? Le devoir de redevabilité ne devrait-il pas motiver le gouverneur de Kinshasa de publier rapidement les rapports afin d'éviter des spéculations et de préjugés et apaiser ainsi les esprits? Dossier à suivre. Parlant société, les pluies diluviennes qui se sont abattues le mardi 4 novembre 2025 dans la ville-province de Kinshasa ont rendu difficile la circulation et laissé derrière elles des scènes de désolation. Ainsi, les autorités sont interpellées afin de mettre en place un mécanisme de lutte contre les inondations dans la capitale congolaise. Audrey Ugondalimba nous en parle. Situé dans une zone tropicale humide caractérisée par des fortes précipitations, une forte humidité, des températures élevées et une chaleur intense provoquant l'évaporation importante et favorisant la formation de gros nuages, la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, est frappée aujourd'hui par des pluies intenses et abondantes, laissant derrière elle de la désolation. La plus récente est celle qui s'est abattue l'avant-midi du mardi 4 novembre 2025, plongeant la capitale congolaise dans les chaos avec des inondations en plein centre-ville, comme les illustrent ces images. Dans les communes de Lingwala et Kasavubu, situées au nord et au centre de la capitale, les images nous laissent sans voix. La traversée du boulevard Triomphal est un combat. Les automobiles immobilisées pendant plusieurs heures au niveau du palais du peuple et au stade des martyrs. Dans les communes de Lingwala et Kasavubu, situées au nord et au centre de la capitale, les images nous laissent sans voix. La traversée du boulevard Triomphal est un combat. Des automobiles immobilisées pendant plusieurs heures au niveau du palais du peuple et du stade des martyrs à cause des quantités importantes d'eau sur la chaussée. Les mêmes scénarios ont été observés dans quelques artères de la commune de la Gombe, comme ici sur l'avenue Colonel Ebeya et Wangata, devant la direction générale des recettes de Kinshasa, où des eaux stagnantes ont envahi l'avenue. Dans la commune de Limeti, la situation est aussi alarmante. Au quartier Funa, pas de place où poser les pieds dans cette station de la Société nationale d'électricité. Une triste situation favorisant une autre problématique. D'abord, les agents du service d'évacuation des déchets à domicile profitent de ces inondations pour se débarrasser des immondices dans les principales artères. Des images qui ont fait réagir le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Dans le comportement, il y a des boueurs, la population qui est sur le bois, la qualité pendant la pluie, et puis, les propriétaires de certaines parcelles profitent des quantités importantes d'eau, des pluies diluviennes dans des riz pour vider leurs fosses septiques. Entre la gestion des déchets, les constructions anarchiques et un système de drainage insuffisant, Kinshasa restait toujours en alerte des inondations encore plus graves dans les jours à venir. Ainsi, pourquoi ne pas penser à un plan de reconstruction de la capitale tout en tenant compte des réalités climatiques et météorologiques du présent et du futur? De quoi interpeller les autorités afin d'éviter une situation plus chaotique que des inondations ayant frappé la capitale congolaise au mois d'avril de cette année. Et puis parlons des accidents de circulation qui sont devenus monnaie courante à Kinshasa. Il ne peut pas se passer un seul jour sans pour autant en parler. Une situation qui inquiète. Interrogé à ces sujets, quelques chauffeurs et usagers de la route se sont exprimés quant à ceux en proposant de pistes de solutions. Dorcas Pambo pour le reportage. La vie de l'être humain est précieuse. Tous les jours à Kinshasa, les gens meurent dans les accidents de circulation dans presque toutes les artères de la capitale congolaise. Une situation préoccupante qui laisse à désirer. Quelques chauffeurs et usagers de la route interviewés à ces sujets relèvent la cause et proposent les pistes de solutions pour remédier à cette problématique. Et puis lui chauffeur
Les mauvais états des routes, c'est parmi les causes majeures des accidents de circulation ici à Kinshasa. Nous demandons au gouvernement de réhabiliter les routes pour éviter les accidents à répétition dans la capitale. Accident, Bantela et ça. Que le gouvernement construise les routes secondaires, cela pourrait remédier à ces problèmes. Pour pallier à ces problèmes, que l'État construise les dodanes sur les artères principales. Par exemple, à l'entrée Bel Air, il n'y en a pas, voire à l'entrée Kimwinza et autres. Selon ces interviewés, les mauvais états des routes, le manque de routes secondaires serait à la base des accidents de circulation routière dans la capitale. Et réhabiliter les routes en construisant des routes secondaires et des dodanes pourrait être la solution, selon ces Kinois. À l'autorité des tutelles de prendre des mesures idoines pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Tout à fait autre chose. En Ituri, au moins 120 militaires de FARDC ont achevé une formation conduite par la MONUSCO sur l'usage de drones, d'armes lourdes et les techniques d'évacuation. Une initiative qui vise à renforcer la protection des civils et réponse aux menaces sécuritaires. Christian Chibaka, une fois de plus. Nous sommes à Béni, au Nord Kivu, et nous venons de rencontrer son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire, pour d'abord lui présenter les civilités. La mission, en fait, nous sommes dans un programme d'appui au renforcement de résilience des communautés et des opportunités économiques par l'amélioration de sécurité et de quoi l'amélioration de sécurité et des opportunités économiques durables. Et ce programme se focalise sur une formation. Il faut former des jeunes gens civils pour renforcer les effectifs de la police nationale congolaise. C'est ainsi que nous venons pour justement lancer la campagne de sensibilisation pour le recrutement de ces jeunes gens qui vont renforcer la capacité d'ici là. Et aussi donner les conditions de recrutement, les problèmes de l'appel à la candidature et le reste des procédures. Ce sont des jeunes qui ont terminé leur cycle de secondaire. Au Nord Kivu, nous allons recruter 300 qui seront formés sur 2 phases, la première phase de 150 et la deuxième phase de 150 également. Nous avons besoin de jeunes pour renforcer la police et pour travailler pour la nation. Okay? C'est de l'opportunité pour que, avec l'appel à la candidature, qu'ils puissent réellement être des policiers recrutés dans des conditions normales prévues par le statut. Sport à présent, en marge de la 5e journée du championnat national Illico Cash Ligue 1, dont 6 rencontres sont prévues ce mercredi 5 novembre 2025 dans le groupe A et B. Le Football Club Renaissance du Congo et l'association sportive Vita Club s'affrontent pour leur premier derby de Kinshasa historique. Audrey Ugondalimba nous en parle. C'était mercredi 5 novembre à Chobouyan, dans les différents terrains du pays qui accueillent les différentes rencontres, 6 au total, pour les comptes du championnat national Illico Cash Ligue 1 dans ces 2 groupes A et B. À Kinshasa, si l'on tient compte de l'histoire, c'est un nouveau derby qui naît entre le Football Club Renaissance du Congo et l'association sportive Vita Club de Kinshasa. Racheté en 2023 sous le nom de l'Itekwa, puis rebaptisé Football Club Renaissance du Congo, encore très jeune avec seulement 10 ans d'existence, s'apprête à défier les grands verts clubs dans un premier derby qui noie de l'histoire entre ces 2 équipes. Juridiquement, les verts et noirs et les oranges ne se sont jamais croisés. Historiquement, les confrontations
qualification passée opposait les Dauphins Noirs à l'ancien Football Club Renaissance du Congo, devenu Olympique Club Renaissance du Congo depuis 3 saisons. La formation actuelle ici de la Ligue D a simplement repris la place du Football Club Litéquois et ne s'inscrit la continuité historique du précédent Football Club Renaissance du Congo. Il est donc essentiel de distinguer ces clubs afin d'éviter toute confusion dans les statistiques et les résultats. Après tirage au sort des interclubs de la CAF effectué à Johannesburg, finit le suspense dans l'affaire qui opposait le Football Club Saint-Éloi-Lupopo et Orlando Pirates, Football Club d'Afrique du Sud, concernant la réserve introduite par le club sud-africain, accusant le club congolais d'alignement frauduleux de son entraîneur et 2 de ses joueurs lors du double confrontation opposant 2 équipes au 2e tour préliminaire de la Ligue de champions de la CAF. Une fois de plus, Ouganda Limba nous en parle. C'est un tirage au sort au s'avère d'une victoire pour le Football Club Saint-Éloi-Lupopo de Lubumbashi dans les litiges qui l'opposaient au club sud-africain d'Orlando Pirates Football Club. À Johannesburg, les cheminots de Lubumbashi attendaient non seulement connaître leurs adversaires de la phase des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, mais aussi leur sort dans la réserve introduite contre eux par les pirates de l'Afrique du Sud, les accusant d'alignement frauduleux de l'entraîneur Guy Bukasa ainsi que des joueurs Kachalawanet et Molia Liozasia. La commission disciplinaire de la Confédération africaine de football, qui depuis un temps a l'habitude de prononcer ses verdicts dans les différents litiges opposant les parties en conflit avant un tirage au sort, a bel et bien enlevé des doutes sur ces dossiers en laissant figurer sur la liste des équipes en lice pour les tirages le nom du Football Club Saint-Éloi-Lupopo. Comme résultat, les cheminots héritent d'un groupe C très relevé aux côtés d'un autre club sud-africain, Mamelodi Sundowns Football Club, des Soudanais d'Al Hilal Omdurman et les Algériens des Mouloudia Club d'Alger. En Coupe de la Confédération, l'autre représentant congolais, l'association sportive Maniema Union de Kindu, logé dans les groupes B, retrouvera ses anciens sociétaires, Bakassou avec le club marocain de Wydad Athletic Club de Casablanca et Jefte Kitambala avec le club tanzanien d'Azam Football Club, coaché par les techniciens congolais Jean-Flora Ibengue. Le groupe est complété par Innovis Nairobi United Football Club du Kenya, qui est à sa première participation dans cette étape de la compétition. Les coups d'envoi de la phase des groupes de ces 2 compétitions interclubs de la CAF sera donné le week-end du 21 au 23 novembre prochain. Eh bien, abordons à présent notre page Afrique. Le paramilitaire des forces de soutien rapide du général Emeti occupe depuis le 26 octobre dernier la ville d'El Fécher, causant le déplacement forcé des plus ou moins 71 000 personnes dans le pays voisin. JKK Kabea. La guerre continue au Soudan depuis la prise de la ville d'El Fécher le 26 octobre dernier par les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti. La situation dans ce pays se complique de plus en plus. Selon un rapport de l'OMS, plus de 460 personnes ont été tuées dans la maternité d'El Fécher. Et selon un autre rapport des Nations Unies cette fois-ci, plus ou moins 71 000 civils ont fui la ville pour se réfugier dans le pays voisin, le Tchad, qui craint pour sa sécurité. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté mardi dernier les belligérants à venir à la table de négociation et à mettre fin à ce massacre de violence dès maintenant. Cela s'annonce pour autant difficile du fait que même à la Maison Blanche, qui suit de près cette situation, mais admet que la situation sur le terrain est très difficile, selon la porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt. C'est ce qui explique également les difficultés que rencontre l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, qui a tenté en vain de finaliser. C'est ce qui explique également les difficultés que rencontre l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, qui a tenté en vain de finaliser ces derniers jours au Caire en Égypte
une proposition de trêve humanitaire. Signalons également par ailleurs que le groupe des médias dit Quad avait travaillé en septembre dernier à Washington un plan global de paix pour le Soudan, mais ces propositions sont restées lettres mortes. Sur place au Soudan, les deux protagonistes continuent à exprimer leur rivalité. Le ministre de la Défense du Soudan, Hassan Kabroun, a déclaré hier dans un média que la guerre va continuer et que les préparatifs pour la bataille du peuple soudanais sont en cours. De son côté, le général Al-Bourhan, qui est à la tête de l'armée soudanaise, a affirmé sa volonté de se venger de la prise de la ville, alors que le chef de FSR s'est dit déterminé à poursuivre les conquêtes sur le terrain. Rappelons que c'est depuis avril 2023 que la guerre fait rage au Soudan et a fait des dizaines de milliers de morts et près de 12 millions de déplacés. Mesdames, Messieurs, c'est cette page internationale qui achève cette édition. Mais avant de vous quitter, le rappel de titre. Crise institutionnelle au niveau de province. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a échangé avec les autorités provinciales de 26 provinces de la République démocratique du Congo afin de mettre fin à l'instabilité sur les questions des motions et pétitions. Vous avez suivi également dans ce journal la situation qui reste tendue au Soudan suite aux conflits armés entre les généraux Hemeti et Al-Bourhan. Plus de 460 personnes ont été tuées dans la ville d'El Fisher. Mesdames, Messieurs, cette édition est complètement terminée. Si vous l'avez aimée, dites merci à Manassé Boloa et Maurice Moulila qui ont supervisé et réalisé cette édition. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.